There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence. South Africa has repatriated 2,745 foreigners. Anti-migrant protests, some of which have turned violent. The organizers want jobs reserved for locals. Emergency flights to escape growing xenophobic attacks in South Africa. Imaginez un instant. Un pays qui fut autrefois le symbole mondial de la lutte contre le racisme devient aujourd'hui, aux yeux de nombreux Africains, le théâtre d'une violence dirigée contre d'autres Africains. Un pays qui a porté Nelson Mandela, Desmond Tutu, Steve Biko, Miriam Makeba, et tant de figures de résistance, voit aujourd'hui des migrants africains fuir ses rues, fermer leurs boutiques, dormir devant des consulats, ou rentrer chez eux dans la peur. Et le plus douloureux, c'est ceci, ceux qui attaquent ne sont pas toujours les plus puissants. Très souvent, ce sont eux-mêmes des pauvres, des oubliés, des humiliés, des habitants de township, des jeunes sans emploi, des familles abandonnées par un système qui leur avait promis la liberté, mais qui ne leur a jamais vraiment livré la justice sociale. Les étrangers sont en mesure de prendre nos emplois alors même qu'ils sont en situation irrégulière. Nous leur avons fixé une date butoir, le 30, pour leur demander de rentrer chez eux. Nous ne cherchons pas l'affrontement, nous prenons simplement les choses en main. Alors la vraie question est la suivante, l'Afrique du Sud est-elle simplement devenue xénophobe? Ou bien sommes-nous devant une crise beaucoup plus profonde, une crise post-apartheid non résolue, où la colère des pauvres est détournée contre d'autres pauvres? Aujourd'hui, nous allons analyser cette situation avec lucidité, sans haine, sans naïveté, et avec une perspective panafricaine. Car ce qui se passe en Afrique du Sud ne concerne pas seulement les Sud-Africains. Cela concerne le Zimbabwe, le Mozambique, le Malawi, le Nigeria, le Ghana, la RDC, l'Éthiopie, la Somalie, le Lesotho, l'Eswatini, la Zambie, et finalement toute l'Afrique. Parce qu'un continent qui humilie ses propres enfants à l'intérieur de ses frontières ne peut pas construire une puissance collective à l'extérieur. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, selon vous, la crise actuelle en Afrique du Sud est-elle d'abord un problème d'immigration, un problème économique, ou une blessure non guérie de l'apartheid? Écrivez votre réponse en commentaire, car ce débat mérite d'être mené avec sérieux. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir à une réalité que beaucoup veulent oublier, l'apartheid n'était pas seulement un système politique. C'était aussi un système spatial, économique et psychologique. L'apartheid ne séparait pas seulement les Noirs et les Blancs dans les lois. Il les séparait dans les villes, dans la propriété, dans l'accès au travail, dans l'accès à la terre, dans l'accès à la sécurité, dans l'accès à la dignité. Les townships ne sont pas des quartiers ordinaires. Ils sont les traces vivantes d'une architecture de domination. Ils ont été construits pour éloigner, contrôler, surveiller et contenir les populations noires. Ils rappellent chaque jour à des millions de Sud-Africains que la liberté politique de 1994 n'a pas automatiquement détruit les murs économiques de l'ancien système. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent dans des zones où les routes sont mauvaises, où les services publics sont faibles, où la criminalité est élevée, où les écoles sont insuffisantes, où les opportunités économiques sont rares. Et pendant ce temps, les quartiers riches, souvent historiquement blancs, restent mieux protégés, mieux équipés, mieux connectés à l'économie mondiale. Voilà le premier drame, la démocratie est arrivée, mais la justice matérielle n'a pas suivi avec la même profondeur. Beaucoup de Sud-Africains pauvres ont donc le sentiment d'avoir attendu en vain. Ils ont vu des élites noires accéder au pouvoir. Ils ont vu des entreprises changer de langage. Ils ont vu des promesses politiques se multiplier. Mais dans leur vie quotidienne, la maison est toujours précaire, le travail est toujours rare, la terre est toujours inaccessible, et la dignité reste fragile. Dans ce contexte, l'arrivée de migrants africains devient explosive. Non pas parce que le migrant est réellement la cause principale du chômage ou de la pauvreté, mais parce qu'il devient visible. Il est dans la rue. Il vend. Il travaille. Il accepte parfois des conditions très dures. Il prend des petits emplois que beaucoup d'habitants refusent parce qu'ils les considèrent comme mal payés, humiliants, ou indignes après des générations de souffrance. Et voix des Sud-Africains. Cela fait si longtemps que nous disons que nous sommes fatigués, et je pense que maintenant, nous l'exprimons enfin. On n'est pas dupes, c'est pas une simple manifestation, parce qu'on va continuer jusqu'à chasser les trafiquants de drogue. Il faut que les salons de coiffure reviennent entre les mains des Sud-Africains, et ils doivent libérer tous ces commerces qu'ils exploitent illégalement, tous ces magasins. C'est ici que la frustration devient dangereuse.
Un Sud-Africain pauvre peut se dire, nous avons combattu l'apartheid, mais nous n'avons toujours pas récupéré notre dignité. Nous vivons encore dans les townships. Nous n'avons pas la terre. Nous n'avons pas les bons emplois. Et maintenant, des migrants arrivent et semblent survivre dans ce même système qui nous écrase. Ce raisonnement est compréhensible psychologiquement. Mais il devient tragique lorsqu'il transforme le migrant en ennemi. Car le migrant africain n'a pas créé l'apartheid. Il n'a pas volé la terre. Il n'a pas construit les townships. Il n'a pas organisé la corruption. Il n'a pas détruit les services publics. Il n'a pas fabriqué le chômage de masse. Il arrive souvent avec sa propre souffrance, guerre, pauvreté, instabilité politique, faillite économique, insécurité, absence d'avenir. Et en Afrique du Sud, il devient parfois la cible idéale, parce qu'il est plus faible, moins protégé, moins organisé, et plus facile à attaquer que les vrais responsables du système. C'est là que commence le piège. Quand un peuple souffre, il cherche un responsable visible. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Des problèmes légitimement soulevés, des niveaux massifs de chômage, c'est exact. Des niveaux élevés de criminalité, c'est exact. Mais on pointe du doigt les mauvaises personnes. Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas. Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008 à 2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur coin en ce moment même. Parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une erreur. Mais le responsable visible n'est pas toujours le vrai responsable. Le migrant est visible. Le système, lui, est plus difficile à voir. La corruption est invisible. Les héritages fonciers sont complexes. Les réseaux économiques sont puissants. Les échecs politiques sont diffus. Alors la colère descend vers celui qui est à côté, au lieu de monter vers ceux qui ont le pouvoir de changer les structures. C'est exactement ce qui rend la situation sud-africaine si dangereuse. La xénophobie n'est pas seulement une haine de l'étranger. C'est souvent une colère sociale mal orientée. C'est une douleur historique qui n'a pas trouvé de justice. C'est une pauvreté qui cherche un visage. C'est une humiliation qui devient violence. Mais soyons très clairs, comprendre cette colère ne signifie pas justifier les attaques. Expliquer n'est pas excuser. Un État a le droit de contrôler son immigration. Un pays a le droit de demander des documents, d'organiser ses frontières, de lutter contre le crime, de protéger ses services publics. Mais aucun citoyen, aucun groupe de rue, aucune organisation de vigilance n'a le droit de décider qui peut vivre, travailler ou marcher dans un pays. Quand la rue remplace l'État, ce n'est plus la justice. C'est la loi du plus fort. Et quand la loi du plus fort s'applique aux plus vulnérables, l'Afrique recule. Oui, ils sont venus pour me frapper et chercher je ne sais quoi. Mais moi je les évite, parce qu'ils étaient bien plus nombreux que moi, ils étaient une vingtaine. Ça date de 2019. Et regardez, là aussi, je n'ai plus d'oreilles. J'ai passé 2 mois à l'hôpital de Johannesburg, mais je ne sais pas. Pourquoi le gouvernement leur laisse-t-il ce pouvoir ? La deuxième dimension de cette crise, c'est le travail. Dans beaucoup de secteurs informels ou mal protégés, les migrants acceptent des salaires très bas et des conditions très difficiles. Certains employeurs les préfèrent non pas parce qu'ils les respectent davantage, mais parce qu'ils peuvent les contrôler plus facilement. Un migrant sans papier, ou en situation fragile, négocie rarement. Il proteste peu. Il évite la police. Il accepte parfois l'inacceptable, simplement pour survivre. Et cela crée une concurrence terrible entre pauvres. Le Sud-Africain pauvre se sent remplacé. Le migrant se sent exploité. L'employeur profite de la division.
Le système continue. Dans ce triangle, le vrai gagnant n'est pas le migrant. Ce n'est pas non plus le travailleur sud-africain. Le vrai gagnant, c'est le modèle économique qui oppose les vulnérables entre eux pour maintenir les salaires bas, les droits faibles, et la colère horizontale. C'est pourquoi une analyse sérieuse ne doit pas tomber dans deux pièges. Premier piège, dire que tous les Sud-Africains sont xénophobes. C'est faux et injuste. Beaucoup de Sud-Africains défendent les migrants, dénoncent la violence, et comprennent que cette haine détruit l'âme du pays. Deuxième piège, dire que toute inquiétude sur l'immigration est automatiquement raciste. Ce serait aussi une erreur. Les États africains doivent être capables d'organiser les migrations, de documenter les personnes, de protéger les travailleurs, de combattre les réseaux criminels et de planifier les services publics. Mais la frontière entre débat migratoire et xénophobie est franchie lorsque l'on transforme des êtres humains en menaces collectives. Lorsqu'on accuse tout un groupe. Lorsqu'on attaque des commerces. Lorsqu'on chasse des familles. Lorsqu'on fait peur à des enfants. Lorsqu'on oublie que celui qu'on appelle étranger est d'abord un Africain, un travailleur, un père, une mère, un jeune qui cherche seulement à survivre. Ces petits commerces sont pour les Sud-Africains et seulement eux. Nous ne voulons plus voir ces commerces opérer plus longtemps car il est criminel pour les non-Sud-Africains d'avoir une entreprise locale. C'est illégal. Vous voyez, il n'y a rien, même pas un tampon de la police. C'est le genre de choses qu'on reçoit. Mais où vont-ils faire leurs photocopies et faire leurs courses? Il y a plein de magasins vides dans le coin qu'ils peuvent louer et faire ce qu'on fait. Et c'est ici que la dimension panafricaine devient essentielle. L'Afrique du Sud a bénéficié de la solidarité africaine pendant l'apartheid. Des pays africains ont accueilli des exilés sud-africains. Des peuples africains ont soutenu la lutte contre le régime raciste. Des gouvernements ont payé un prix diplomatique, économique et sécuritaire pour aider la cause sud-africaine. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains regardent l'Afrique du Sud avec une douleur particulière. Ils ne comprennent pas comment un pays qui a reçu la solidarité du continent peut devenir, même partiellement, un lieu de peur pour les enfants de ce même continent. Cette blessure se voit même dans le sport. Lors de la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, on a vu sur les réseaux sociaux une partie du public africain soutenir les adversaires de l'Afrique du Sud, non pas par amour de ses adversaires, mais par colère contre le climat xénophobe. Le football est devenu un thermomètre émotionnel. Quand un pays africain joue et qu'une partie du continent refuse de le soutenir, cela signifie que quelque chose de profond est cassé. Mais attention, il ne faut pas se réjouir de cette fracture. Une Afrique du Sud isolée n'est pas une victoire pour l'Afrique. Une Afrique du Sud humiliée n'est pas une solution. Une Afrique du Sud qui se coupe du reste du continent affaiblit aussi l'Afrique australe et le projet panafricain. La vraie victoire serait que l'Afrique du Sud se regarde honnêtement dans le miroir. Non pas pour se condamner elle-même, mais pour comprendre que la lutte contre l'apartheid ne peut pas finir dans la haine contre d'autres Africains. Franchement, c'est difficile pour nous de se dire qu'on va rentrer. Il n'y a rien au Zimbabwe. Il n'y a aucun emploi, rien qui nous permette de prospérer. Tout ce que nous voulons, c'est contrôler la criminalité. Quand on voit des personnes qui sont entrées illégalement et ne sont pas en règle, il est difficile de les retrouver s'il y a un crime commis dans le pays. Les immigrés illégaux, nous sommes cernés par les immigrés illégaux. Ah oui, ces étrangers. Il faut qu'ils fassent leur bagage. Qu'ils quittent l'Afrique du Sud. On a faim, c'est ça notre problème. Écoutez, ma génération s'est battue pour donner naissance à une nouvelle constitution qui dit que nous avons la liberté d'expression. C'est notre droit de nous exprimer. Si se battre pour notre pays, se battre pour notre économie est xénophobe, eh bien qu'il en soit ainsi. Envoyons un message au gouvernement. Qu'ils prennent soin de nous en tant que Sud-Africains, qu'ils règlent les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que les gens qui vivent avec nous, nous ne les connaissons pas. Ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Les immigrés clandestins doivent quitter l'Afrique du Sud. Il n'y a rien à faire ici pour gagner sa vie. J'ai fui la pauvreté et je me retrouve à nouveau confronté à elle. Mais je préfère mourir ici dans la pauvreté plutôt que de retourner en Afrique du Sud. Tout le pays s'accorde à dire que nous en avons assez des immigrés clandestins, d'où qu'ils viennent et quelle que soit la région du pays dont ils sont originaires. Nous demandons simplement au gouvernement de nous apporter une solution à la crise de l'immigration.
Mais cette crise en Afrique du Sud doit aussi être entendue comme un appel brutal lancé aux pays subsahariens. Car il faut avoir le courage de le dire, si des millions d'Africains quittent leur pays, ce n'est pas toujours par plaisir. Beaucoup partent parce que leurs États n'ont pas réussi à leur offrir du travail, de la sécurité, une perspective, une dignité économique. Un jeune Zimbabwéen, Congolais, Mozambicain ou Nigérian qui traverse les frontières pour survivre n'est pas seulement un migrant. Il est parfois le symptôme vivant de l'échec de son propre État. C'est pourquoi cette crise doit réveiller les dirigeants africains. On ne peut pas demander éternellement aux autres pays d'absorber nos enfants pendant que nos propres économies restent faibles, dépendantes, désorganisées et incapables de créer massivement de l'emploi. Les pays africains doivent enfin se mettre résolument au travail. Industrialiser, transformer localement leurs matières premières, protéger leurs terres, réformer leur éducation, soutenir leurs entrepreneurs, organiser leurs marchés régionaux, créer du travail pour leur jeunesse, et bâtir une Afrique grande, prospère et respectée. Et c'est ici que l'AES, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pose une question que personne ne peut balayer d'un revers de main. On peut critiquer certaines choses. Mais sur le diagnostic de fond, il touche un point essentiel, l'Afrique ne peut plus continuer à vivre dans les décombres de la colonisation, du néocolonialisme, de la dépendance sécuritaire, monétaire, économique et mentale. La souveraineté ne doit pas être seulement un slogan militaire ou diplomatique. Elle doit devenir une souveraineté productive, produire, nourrir, protéger, former, transformer, inventer et donner du travail à ses propres enfants. Car si l'Afrique ne construit pas des pays capables de retenir dignement leur jeunesse, cette jeunesse continuera à partir. Et lorsqu'elle partira, elle sera parfois rejetée ailleurs, exploitée ailleurs, humiliée ailleurs. Voilà pourquoi la crise sud-africaine ne parle pas seulement de xénophobie. Elle parle aussi de notre incapacité collective à construire un continent où l'Africain n'est pas obligé de devenir étranger pour survivre. Si cette analyse vous parle, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire, comment l'Afrique peut-elle organiser la migration sans tomber dans la xénophobie ? Votre avis est important, parce que ce sujet touche l'avenir du continent. Maintenant, tirons 4 grandes leçons de cette crise. Première leçon, une révolution politique sans justice sociale laisse des cicatrices ouvertes. L'Afrique du Sud a obtenu la liberté politique. Mais une partie importante de la population attend encore la liberté économique, territoriale et sociale. Tant que les townships resteront des lieux d'abandon, tant que la jeunesse noire restera massivement sans emploi, tant que la terre et la richesse resteront concentrées, la colère reviendra. Et si cette colère n'est pas orientée vers des réformes profondes, elle cherchera des boucs émissaires. Deuxième leçon, la pauvreté divisée devient une arme contre les pauvres. Quand le travailleur local combat le migrant, celui qui profite est souvent celui qui paie mal, exploite plus et échappe au débat. Les Africains doivent comprendre que la concurrence entre pauvres est une stratégie dangereuse. Le vrai combat doit porter sur les salaires dignes, la protection sociale, les droits du travail, la régularisation intelligente, et la responsabilité des employeurs. Troisième leçon. L'État doit reprendre son rôle, mais sans brutalité. Un pays sérieux ne laisse pas des groupes de rue faire la police migratoire. L'État doit contrôler les frontières, documenter les personnes, sanctionner les crimes, protéger les citoyens et les étrangers, et empêcher les milices sociales de s'imposer. Mais il doit le faire avec la loi, pas avec la haine, avec l'ordre, pas avec l'humiliation, avec la justice, pas avec la vengeance. Quatrième leçon, le panafricanisme ne peut pas être un slogan émotionnel. Dire « Afrique unie » ne suffit pas. Il faut construire des mécanismes réels, accords de mobilité, protection des travailleurs migrants, coopération policière, reconnaissance des qualifications, intégration économique régionale, investissement dans les pays d'origine, et responsabilité partagée. Si chaque crise économique transforme les migrants africains en ennemis, alors le panafricanisme restera une poésie, pas une puissance. La vérité, c'est que l'Afrique du Sud est aujourd'hui devant un choix historique. Elle peut continuer à laisser la colère sociale se transformer en violence contre les migrants. Ou elle peut reconnaître que cette crise est le symptôme d'un projet post-apartheid inachevé. Elle peut regarder les migrants comme une menace. Ou elle peut regarder plus profondément les structures qui produisent la pauvreté, l'humiliation et la peur. Elle peut devenir un pays fermé, méfiant, isolé du reste de l'Afrique. Ou elle peut redevenir une puissance morale, capable de transformer sa douleur historique en responsabilité continentale. Mais pour cela, il faut une grande honnêteté. Il faut dire aux migrants, vous avez des droits,
mais vous devez aussi respecter les lois du pays qui vous accueille. Il faut dire aux citoyens sud-africains, votre souffrance est réelle, mais le migrant africain n'est pas la racine de votre malheur. Il faut dire aux dirigeants, vous ne pouvez pas utiliser l'immigration pour cacher l'échec économique, la corruption, la mauvaise gouvernance et l'injustice foncière. Et il faut dire au continent africain, la solidarité ne doit pas commencer seulement quand les Européens nous humilient ou quand l'Occident nous méprise. La solidarité doit aussi exister entre nous, dans nos marchés, dans nos quartiers, dans nos frontières, dans nos crises. Car si l'Africain devient étranger partout en Afrique, alors l'Afrique n'est plus une maison. Elle devient une carte administrative sans âme. L'Afrique du Sud ne doit pas être abandonnée. Elle doit être interpellée. Elle doit être critiquée, mais aussi accompagnée vers une vérité plus profonde. On ne guérit pas l'apartheid en frappant des Africains. On ne récupère pas sa dignité en humiliant plus faible que soi. On ne construit pas une nation en transformant la peur en politique. La vraie grandeur d'un peuple se mesure à sa capacité de protéger les plus vulnérables, même lorsqu'il souffre lui-même. Et c'est peut-être cela, la grande leçon de cette crise. L'Afrique du Sud est un miroir. Elle nous montre ce qui arrive quand la liberté politique n'est pas suivie par la justice sociale. Elle nous montre ce qui arrive quand les élites promettent la dignité mais laissent les masses dans les townships de l'histoire. Elle nous montre ce qui arrive quand le panafricanisme reste dans les discours, mais disparaît dans la vie quotidienne. Alors, ne regardons pas cette crise avec arrogance. Regardons-la avec lucidité. Parce que demain, ce qui se passe en Afrique du Sud peut se passer ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Maroc, en Tunisie, au Kenya, au Nigeria, en Angola, partout où la pauvreté, le chômage, la pression migratoire et l'échec politique peuvent se rencontrer. La question n'est donc pas seulement « Pourquoi l'Afrique du Sud attaque-t-elle ses migrants ?» La vraie question est « Quel type d'Afrique voulons-nous construire ?» Une Afrique où chaque crise produit un nouvel ennemi ? Ou une Afrique capable d'organiser la mobilité, la justice, le travail et la dignité ? Une Afrique où l'on célèbre Mandela dans les discours, mais où l'on oublie son humanité dans les rues ? Ou une Afrique qui comprend que la dignité d'un Africain ne s'arrête pas à la frontière de son passeport ? L'histoire nous regarde. Et cette fois, elle ne nous demandera pas seulement ce que nous avons dénoncé. Elle nous demandera ce que nous avons construit. Si cette vidéo vous a apporté une analyse utile, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui doit comprendre ce sujet au-delà des émotions. Ici, nous ne faisons pas seulement de l'actualité. Nous cherchons à comprendre les forces profondes qui façonnent l'Afrique et le monde. À très bientôt pour une nouvelle analyse.